Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur un film d'animation. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film du studio Ghibli des années 2010 et le dernier film de la carrière de Isao Takahata. Isao Takahata, on a déjà parlé de lui, mais avec un film pré-Ghibli. On n'a pas parlé de l'un de ses 5 films du studio Ghibli. Et aujourd'hui, on parle d'un monument qui est, je dirais, pas reconnu au niveau de ce monument, Le Conte de la Princesse Kaguya. Ce film de 2013, sorti le 23 novembre 2013 au Japon, et précisément le 25 juin 2014 en France, est un film d'animation pour le moins perturbant. Mais pourquoi perturbant? Déjà pour son animation. L'animation est extrêmement intéressante parce qu'elle est très originale. Un film presque sans égal. On va y revenir effectivement tout de suite après une petite présentation. Mais du coup, ce film, Isao Takahata, on a déjà parlé du coup de Gosho, le violoncelliste en 1982, mais c'était son troisième film d'animation. Il avait fait Qui est la petite peste l'année d'avant en 81, et encore avant Horus Prince du Soleil, qui a été pour le moins compliqué et pas trop une franche réussite à l'époque, en 1968. S'en suivent du coup ses quatrième et films suivants jusqu'à son huitième, qui est le conte de la princesse Kaguya, qui sont tous faits sous le studio Ghibli, à savoir le tombeau des Lucioles pardon, en 1988, Souvenir goutte à goutte en 1991, Pompoko en 1994, Mes voisins les Yamada en 1999, et enfin, en 2013, on a Le conte de la princesse Kaguya, qui est son dernier film d'animation long métrage et sa dernière œuvre tout court avant sa mort en 2018. D'ailleurs, vous avez peut-être le souvenir du témoignage, je dirais, ou du discours plutôt que Miyazaki a tenu à la mort de son compère, de longue date, hein. Plus de, plus de 55 ans d'amitié depuis le milieu des années 60 jusqu'à, jusqu'en 2018 et la mort de Takahata. Donc Isao Takahata est sur la dernière œuvre de sa carrière. Mais le conte de la princesse Kaguya, comme vous le savez certainement, est tiré du conte du coupeur de bambou. Un vieux récit japonais qui date du Xe siècle, qui est donc l'un des plus vieils écrits, si ce n'est le plus vieil écrit, dont on a encore l'entièreté à l'origine au Japon. Et cette œuvre, c'est pas du tout la première idée qu'on a eue d'adapter ce film. Et ce qui est assez marrant, c'est que à la base, ce premier long métrage, enfin ce premier projet d'adaptation, date de la fin des années 60, alors que Isao Takahata est à la Toei en étant très jeune encore et avec assez peu d'expérience, et ça devait être mené par Tomu Uchida. Et ce projet n'aura jamais lieu, mais Isao Takahata, travaillant dans le même studio forcément, a eu un peu bruit et vent, je dirais, de ce projet, et ça va le travailler finalement pendant toutes ces décennies, depuis la fin des années 60 jusqu'à 2013, ou en tout cas jusqu'à 2005, où le projet est enfin lancé. Le projet du conte de la princesse Kaguya est donc lancé en 2005. Si on compte les temps de production, c'est donc le projet qui a mis le plus de temps au studio Ghibli à se mettre en place, à être créé. Et même si on comptait l'ensemble du projet du film, c'est-à-dire des premières idées, le film très vieux qui a pris du temps à se mettre en place, auquel on pense, c'est évidemment Princesse Mononoke, qui lui aussi a pris racine assez tôt, mais seulement environ 25 ans avant la sortie du film. Seulement 25. Alors que là, on est plutôt dans l'ordre d'environ 45 ans avant la sortie du film. Un projet qui va se mettre en place et qui va mettre 8 ans à être réalisé, sachant qu'en 2005, quand le projet est enfin lancé, sous l'impulsion en partie évidemment toujours de Toshio Suzuki et aussi d'Hayao Miyazaki, qui encourage un peu son compère, après Mes voisins les Yamada, de réaliser encore une dernière œuvre, ce qu'il va accepter. Et aussi avec l'appui de Seiichiro Ojie, qui est l'ex-PDG de Nippon Télévision. Et ex, parce qu'effectivement en 2011, alors que le film n'est pas encore sorti,
il malheureusement décédera, ce qui provoquera encore des retards. Mais le film n'a pas vraiment commencé en 2005. La production réelle va plutôt commencer en 2007. Le projet traîne parce que simplement Isao Takahata et Toshio Suzuki exploitent une autre possibilité d'une adaptation d'une autre œuvre, et cela ne se fait jamais. En fait, on a l'impression que Takahata n'était pas vraiment chaud pour le projet du conte de la princesse Kaguya au début. Mais ce sera donc seulement en 2007 que la réalisation va vraiment commencer, va prendre énormément de retard, va y avoir des problèmes. La mort d'Uji en 2011 va encore retarder le truc. Et donc, on va se retrouver seulement de sortir le film en 2013, sachant que le film a commencé théoriquement en 2005. Il y a eu les Contes de Terre et Mer en 2006, Pognon sur la falaise en 2008, Arrietty en 2010, La Colline au Coquelicot en 2011, et enfin Le Vent se lève en été 2013, la même année mais quelques mois avant, soit 5 films d'animation du studio Ghibli qui seront produits entre le début de la production du Conte de la Princesse Kaguya et sa réelle sortie en 2013. Donc un projet qui a mis du temps pour créer le long métrage le plus long du studio Ghibli, avec un film qui dure 2 heures et 17 minutes, soit 3 minutes de plus que Princesse Mononoke, qui est le plus long d'Hayao Miyazaki. Donc c'est le plus long, mais bon, c'est vrai que 3 minutes ne justifie pas forcément autant de 8 ans de préparation, c'est pas faux, mais voilà, Princesse Mononoke, c'est aussi un projet qui a pris du temps, hein, qui a pris 3 ans à se mettre en place, mais certes pas 8, mais 3 ans entre 1994 et 1997. 2 ans et demi plutôt. C'était plutôt fin 94, début 95, donc c'est plutôt 2 ans et demi. Mais peu importe. C'est donc un projet qui a mis du temps pour créer l'un des films les plus particuliers en termes d'animation. D'un point de vue purement technique, on reconnaît bien la patte de Takahata et son ultra-réalisme et ce sens du détail qui est juste impressionnant, que ce soit dans les visages, dans la nature, dans les objets, en fait, dans tout ce qui compose en fait les images. Toshio Suzuki et Hayao Miyazaki se confieront que c'était un enfer d'être le producteur des films de Takahata, parce que certes, c'est des super films, très bien, mais à produire tout ça après les projets de réalisation et les plans d'animation, remettre tout ça en place pour créer un film, ça coûte beaucoup d'argent et c'est des choses qui sont souvent très ambitieuses, un peu à l'image de ce qu'on a tenté de faire dans l'animation japonaise à la fin des années 80 et début des années 90, où là, où l'animation japonaise rentrait un petit peu dans sa partie expérimentale. Et c'est vrai que dans les films du studio Ghibli, le studio Ghibli est peut-être le seul studio à avoir pu garder en fait ces projets expérimentaux, dans le sens ambitieux, comme grâce notamment à l'immense succès de Kiki la petite sorcière en 89, qui était plus un film classique pour un peu sécuriser un peu les finances, parce que c'est bien joli de vouloir faire des super films, mais sans sous-sous, c'est quand même assez compliqué. Et le conte de la princesse Kaguya, du coup, a été un petit peu ledge en termes de bénéfices, vu que forcément le film a coûté cher, ça n'a pas du tout été un échec, hein, le film a été plutôt très bien reçu par les critiques, mais voilà, ça a coûté beaucoup d'argent et ça a pris du temps à la production et il fallait un peu aussi financer ce projet en même temps que les autres, parce que comme je l'ai dit, il y a 5 films qui sont produits entre-temps, du coup il faut aussi pas les négliger, sachant que Arrietty est très abouti en termes d'animation, puis qu'on a Ponyo aussi, qui est un film d'Hayao Miyazaki avec les mouvements de l'eau, ça coûtait cher aussi. Donc voilà, Ghibli, un petit peu porte-monnaie, c'est un peu tendu. Donc c'est vrai qu'on respecte après les travaux finis, c'est cette qualité indéniable qu'est le studio Ghibli, mais forcément, il faut les produire les films, hein. Ça reste, ça nécessite des ressources humaines et financières et tu peux pas te permettre non plus de faire n'importe quoi. Donc le film va nous raconter cette fameuse légende du conte du coupeur de bambou. D'une façon un petit peu différente, mais à vrai dire, on va pas vraiment s'intéresser au vieux récit, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce film-là. Et on va partir dans un monde vraiment particulier, où finalement, ce que je trouve le plus percutant dans ce film, c'est le personnage de Kaguya. En même temps, c'est un peu normal, c'est le personnage principal du récit. On attend évidemment au studio Ghibli que le personnage principal apporte quelque chose. Ça me paraît normal, d'ailleurs que ce soit un Ghibli ou pas, d'ailleurs, en fait, ça change rien. Mais la façon dont elle est écrite, développée par rapport je dirais, à ce qu'elle est, en fait, à ce qu'elle représente, c'est juste merveilleux, incroyablement bien fait.
Parce que finalement, on va suivre l'histoire de cette déesse, de cette demi-déesse qui vient de la Lune, Kaguya, qui se développe beaucoup trop vite, que ce soit physiquement ou même mentalement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être mis un peu plus en retrait, parce qu'effectivement, ce qui va nous marquer, c'est le côté du bébé qui grandit ultra vite, la fille qui grandit ultra vite, évidemment. En même pas une année, elle passe de bébé à une jeune femme. Donc évidemment, ce développement physique rapide va plus nous marquer, vu qu'il est extrêmement il est visuel, donc on voit ça. Mais le développement rapide mental est aussi très intéressant dans ce côté où elle se comporte vraiment comme une enfant, je dirais normale, une enfant de 8, 9 ou 10 ans, tu vois? Qui se balade dans la forêt, qui fait un peu des bêtises et même quand elle arrive encore au palais, elle fait un peu n'importe quoi. Elle se comporte comme une gamine, sans aucune responsabilité. Par contre, très rapidement dans le film, si ce n'est en fait que 10 ou 15 minutes plus tard, elle est extrêmement sérieuse, appliquée et très sage dans ce qu'elle fait et ce qu'elle peut dire. Et donc évidemment, ça fait plutôt appel à une, jeune femme un peu plus âgée et je dis peut-être de 16 ou 17 ans. Du coup, c'est ou peut-être enfin, je ne sais pas, en fait, on ne sait pas vraiment quel âge elle est censée avoir, mais forcément que ce développement ultra rapide physique a une influence sur le mental et je trouve que Takahata le représente très bien à travers les caractères très changeants, en fait, de Kaguya. Ce côté croissance de la croissance ultra rapide. Vu que, OK, c'est une déesse, mais elle a été élevée et mis dans le contexte d'un développement humain, avec, du coup, comme relation et comme base, d'autres êtres humains. Le fait qu'elle a été retrouvée par des gens qui sont des paysans, des coupeurs de bambou, des gens qui sont pas dans la haute cour et la haute sphère, hem et bien forcément ça va lui donner un développement qui est pas tout à fait en norme par rapport à ce qu'elle va rencontrer, dans la deuxième partie du film. Ce qui va aussi un peu monter à la tête de son père adoptif qui va devenir un peu dingo quand il va retrouver toute cette or et toutes ces soies en disant: «Oh ça deviendra une magnifique princesse, machin». Ça fait pas très sérieux son discours, mais un peu comme s'il était pris par, ce délire en fait de la richesse et du pouvoir. Ce qu'on peut comprendre parce qu'évidemment quand tu es un mec qui a priori pas beaucoup d'argent, qui est juste coupeur de bambou et qui trouve une fille, de la soie et de l'or massif, enfin pas de l'or massif, des pépites d'or plutôt, dans un bambou, c'est vrai que ça peut te rendre un peu dingue. Mais et travailler justement avec ce réalisme des relations humaines et du développement intellectuel de Kaguya, ça, c'est une des immenses forces du récit parce que du coup, cette pensée et cette, façon de réfléchir de Kaguya va vraiment nous percuter et nous parler en tant que spectateurs et forcément, nous, on est pris par ce personnage qui est un peu malgré elle, qui ne maîtrise pas du tout son destin, mais qui essaye, en fait, de le reprendre en main, par moment. Comme si, en fait, sa nature et sa beauté naturelle, étaient, en fait, un fardeau et comme quelque chose de négatif, en fait, pour elle et ça la rend évidemment extrêmement malheureuse. L'un des points qui m'a le plus marqué pour ce développement ultra rapide, c'est le moment où quand elle est dans le palais, à un moment, elle décide de revenir vers sa terre natale en fuyant un peu. Elle y repasse et là, elle découvre que c'est l'hiver et elle demande: «Mais comment ça se fait que la nature est morte, qu'il y a plus rien qui revient, Et l'homme qui est à côté d'elle va lui dire: «Bah, c'est simplement l'hiver et le printemps va revenir, t'inquiète pas». Et Kaguya a l'air absolument choquée. Alors, quand c'est une enfant qui dit ça, bah, c'est pas très choquant parce que tu dois expliquer ce que c'est les saisons. Évidemment, ça fait partie de l'éducation d'un enfant et que ça découvre le monde. Et forcément, quand tu es face à une jeune femme qui a priori 15, 16, 17 ans, ou peut-être 18, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu plus c'est un peu plus perturbant. Mais justement, cette séquence, elle est ultra forte en poids parce que ça montre une nouvelle fois ce développement ultra rapide du personnage de Kaguya. Bon, c'est vrai que ça a pas l'air de perturber beaucoup l'homme qui lui répond, mais le fait qu'elle ne découvre pas le monde et qu'elle ne connaît rien, ça fait double sens. Parce que le premier sens, c'est évidemment, du coup, ce développement ultra rapide, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais le second, ça pourrait être cet enfermement qu'elle a justement dans son palais et que peut-être qu'elle n'a pas pu voir l'hiver et que même si elle avait un développement normal, comme une enfant normale, peut-être que l'hiver, elle n'en serait vraiment jamais vraiment rendu compte de ce que c'était. Parce qu'elle ne sort pas, parce qu'elle est enfermée dans ce palais, parce qu'on doit la protéger un peu comme,
comme un objet précieux, ce qui la rend extrêmement malheureuse, parce que la seule partie où elle était heureuse dans la vie, c'était quand elle était dans cette montagne avec Sutemaru et toute la bande, à faire un peu n'importe quoi et à vagabonder dans la prairie. Mais à cette période-là, elle a jamais été elle a jamais fait face à l'hiver, parce que quand elle est partie, c'était pas encore l'hiver. Mais je vous rappelle qu'elle a été enfermée plusieurs années, il se sont passé plusieurs années dans le moment où elle était dans son palais. Donc au moment où elle revient vers la montagne et elle découvre l'hiver, il y a déjà plusieurs hivers qui se sont passés, mais elle ne l'a jamais pu les voir. Donc non seulement ça fait appel du coup à son super développement, mais aussi à son enfermement. Double sens, cette séquence est extrêmement puissante et pour moi c'est juste frappant. Et toute l'histoire va vraiment tourner autour de cette Kaguya qui va nous marquer tellement elle a l'air innocente et pure, et qu'on aimerait en fait qu'elle se sorte de toute cette situation qui l'écrase. Et quand elle envoie bouler en proposant des défis impossibles à ses prétendants, ça c'est une séquence forte, on se dit ouais elle va réussir, ouais elle va s'en sortir. Et en fait non, parce que ça va attiser les envies de l'empereur. Comme pour te dire, en fait, ma petite, tu sortiras jamais de ça. Tu n'y arriveras pas, tu es oppressé par la jante masculine. Alors évidemment, il ne faut pas commencer à faire des rapports sexistes, etc. On est dans une histoire qui est censée se passer au XIe siècle, donc on va se calmer tout de suite, hein. Donc évidemment, si on regarde du côté européen, au XIe siècle, c'est pas trop différent. Et même au côté au continent africain, américain, en fait partout. C'était l'époque. Voilà, c'était il y a plus de 1000 ans. On va essayer de se calmer un petit peu là-dessus. Ouais, 1000 ans environ, un truc comme ça. Donc, voilà. Nous, forcément, avec nos yeux du 21e siècle, on est un peu, on a un peu envie qu'elle s'écarte en fait de cette jante masculine, mais en fait, elle n'y arrive pas parce qu'elle ne peut pas, et la femme ne peut pas vraiment sortir encore de ça à cette époque. Et puis surtout au Japon, hein, parce qu'au Japon, 1000 ans plus tard, c'est pas forcément non plus vraiment beaucoup changé. Il y a eu des progrès, mais ça reste encore trop léger, beaucoup trop léger. Pas grand-chose qui a été fait par rapport à ce que nous, on a pu voir en Europe sur les 100 dernières années environ. Et pour montrer en fait ce bonheur qu'elle a pu quand même connaître, elle va construire dans son palais, dans le jardin de son palais, une espèce de nature morte miniature de son ancienne vie, de sa colline, enfin de sa montagne plutôt, avec le village, sa maison, la rivière, tous ces éléments de décor-là qui, un peu pour s'évader de son quotidien qui l'apaise, pour finalement être enfin heureuse et être quelqu'un. Parce qu'elle pense, elle n'arrête pas de penser à Sutemaru. Mais ce Sutemaru, quand elle le retrouve pour la première fois, c'est le passage où Sutemaru se fait absolument tabasser la gueule et Kaguya ne peut absolument pas réagir, alors que son standing de princesse lui permettrait peut-être de lui sauver la bise. Mais elle regarde sans pouvoir rien faire. Et ça, c'est absolument désastreux et ça montre en fait l'écrasement que Kaguya a de sa condition, comme si on aurait pu lui enseigner, et c'est ce qu'on lui dit aussi, qu'il faut que tu te maries avec des ministres, des princes de haut rang, et pas avec le pauvre paysan du coin. L'amour impossible. Alors que finalement, Kaguya a été élevé comme ces gens-là, et la logique voudrait que cet amour premier qu'elle a eu pour Sotemaru soit le véritable, et pas avec un de ces prétendants à la con, que tout le monde, qui sont montrés comme justement étant détestables, et c'est justement le but. À part le petit mignon et poète qui veut essayer de chercher le nid des oiseaux, qui lui est plutôt chou, en vrai, comparé aux quatre autres, et malheureusement il meurt, un peu violent. Mais le passage le plus percutant du film, c'est évidemment à la fin, et ce qui provoque en fait son retour vers la Lune, c'est quand l'empereur lui fait des avances. Et que l'empereur, lui, il se gêne pas pour aller directement l'attraper. C'est l'empereur, il fait ce qu'il veut. Il veut littéralement l'attraper. Vraiment pour l'emmener de force et se marier avec elle ou faire des trucs, enfin, vous avez compris. Mais c'est à ce moment-là que Kaguya se déplace de manière un petit peu fantomatique et que sa partie céleste, divine, est en train de parler, et que la partie humaine qu'elle a plutôt montrée pendant tout le film euh, a absolument disparu pendant cette séquence de traumatisme. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rappeler en fait ses habitants de la Lune pour la ramener. Mais en fait, elle se rend compte qu'elle n'en voulait pas, mais ça a été provoqué.
S'ensuit évidemment la défense, on essaie de l'empêcher de partir sur la Lune, mais ça ne fonctionne pas. Juste avant ça, il y a le passage où Sutemaru rêve une dernière fois de Kaguya qui passe et qui vole un peu dans les airs, passage onirique, mais en fait, évidemment, que Kaguya et Sutemaru ne se sont jamais retrouvés. Et finalement, Kaguya est emmené de force, plus ou moins, par les gens de la Lune, avec Bouddha et tout ça. Les hommes ne peuvent rien faire. Adieu de ses parents pour la dernière fois, juste avant que Kaguya enfile le manteau qui lui fera oublier son passage sur Terre. Elle s'envole, mais n'a pas totalement oublié. Peut-être que cette chaleur humaine qu'elle a ressentie pour la dernière fois avant de mettre ce manteau l'a quand même marqué, car elle se retourne pour la dernière fois vers la Terre avec les larmes plein les yeux. Et à la toute dernière séquence du film, on retrouve le bébé Kaguya qui apparaît dans la Lune, comme pour indiquer le souvenir que ses proches qui l'ont aimé sur son passage sur Terre se souviendront d'elle comme étant le bébé venant de la Lune. Et du coup, c'est une symbolique d'adieu où Kaguya ne reverra absolument jamais ses parents adoptifs et son Sutemaru. Une fin assez triste, pas très joyeuse, mais voilà, c'est finalement peut-être la meilleure fin qu'on pouvait souhaiter à Kaguya parce que on sentait bien que dans ce contexte-là, de la princesse qu'elle est devenue, sa mère l'a très vite compris qu'elle était malheureuse. Son père, ça va être beaucoup plus tard, mais elle va finalement le comprendre aussi, il va finalement le comprendre, mais à la toute fin, quand elle a fait justement cette demande de retour sur la Lune. Et cet amour familial n'est pas suffisant pour la protéger et la faire partir de retour vers la Lune, ce qui est peut-être la meilleure chose pour elle parce que euh, elle n'aurait jamais pu échapper en fait à l'écrasement de sa beauté qui l'aurait forcé à se marier avec un prince, un ministre ou je sais pas quoi. Donc finalement, il faudrait peut-être être plus heureuse pour elle de repartir en vue de ce qu'elle nous a montré et de comment elle a été montrée par les autres durant tout le récit. Mais pour autant, même si Kaguya est peut-être plus un objet d'échange, je dirais, en tant que, avec sa beauté, etc., et que c'est vraiment comme ça que elle est représentée par les autres, c'est pas comme ça que Takahata nous la montre. Takahata nous montre une Kaguya qui se veut être avec du répondant, euh, qui veut vraiment s'extirper de la situation, mais qui n'y arrive pas, mais elle l'essaye. Elle n'est pas fataliste et elle essaye de faire au mieux pour se sortir de cette situation, même si cela ne fonctionne pas. Kaguya est vraiment présenté comme un personnage féminin ultra développé avec ce mental et cette construction mentale ultra rapide par rapport à ce qu'elle a connu, ses souvenirs. Donc on a vraiment un personnage féminin ultra intéressant, malgré le fait qu'il y a un écrasement social sur elle qui est assez important, et que finalement cet écrasement social, d'une manière générale, à Ghibli, et plus particulièrement dans ce film, est évidemment dénoncé. C'est pas quelque chose de positif, bien sûr. C'est pas une certaine forme de... C'est ça qui est magique avec ce film, c'est que cet écrasement masculin est une normalité dans l'univers de Kaguya, mais ça ne devrait pas être une normalité, selon Takahata, et selon Miyazaki aussi d'ailleurs. Mais Miyazaki va peut-être pas aller aussi loin, parce que Miyazaki, lui, ne va jamais vraiment présenter ses personnages féminins comme, d'une certaine manière, soumises à un certain ordre, et elles essaient de s'en extirper. Pardon. Regardez Nausicaa, ou Chita, ou même San. Jamais elles sont vraiment écrasées par un ordre masculin. Elles sont quand même super stylées, ces personnages féminins. Mais elles n'ont pas besoin de s'en extirper parce qu'elles ne sont pas écrasées. La seule exception, c'est peut-être Fio, dans Porco Rosso, avec la confiance qu'elle acquiert auprès de Porco, justement. Parce que là, parce que Porco est vraiment bien un gros misogyne. Mais c'est peut-être la seule exception où Miyazaki va montrer un équivalent dans son cinéma. Alors que la plupart de ces autres personnages féminins n'ont pas besoin de s'extirper de cet écrasement vu qu'elles n'en subissent pas. C'est aussi simple que ça. Alors que Kaguya, elle essaie de s'en extirper, mais elle n'y arrive pas, comme malheureusement un peu une forme de fatalisme. Mais c'est un fatalisme qui est montré par le créateur et non pas par sa création. Et ça, c'est extrêmement fort. Donc en résumé, moi c'est un film qui m'a profondément marqué, surtout par son côté réellement unique de son animation, de comment le film est réalisé, comment il est dessiné d'un point de vue du pur trait de crayon. Une histoire qui est poignante, peut-être pas mon histoire non plus préférée que Ghibli nous a pu raconter, c'est quand même une histoire assez triste, même si j'ai rien contre les films tristes, vous le savez, mais
C'est pas clairement pas mon préféré de Ghibli, mais je pense qu'il mérite peut-être une place aux portes du top 10 ou peut-être dans le top 10. Ah, il est pas loin, il est au milieu du tableau des films Ghibli, mais vraiment ultra original, et juste pour son originalité de pure technique, il doit être vu ce film. C'est une merveille et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est l'un des films du studio Ghibli les plus méconnus, peut-être à cause de sa longueur, peut-être justement à cause de cette animation qui ne ressemble pas vraiment au reste du studio, excepté Mes voisins les Yamada qui est pas forcément très ouf. Et sur ce, on va arrêter la vidéo. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un film d'animation, mais qui est toujours sur Evangelion, avec évidemment le deuxième film Rebuild. On continue, hein, il y en a 4, hein, après le premier, le deuxième, logique. Et dans 2 semaines, on se retrouvera évidemment pour un nouveau film d'animation original sur un mystère que je vous spoilerai un petit peu la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.